Vendredi, Cassie a été interrogé une dernière fois par les avocats de Diddy. Il est apparu de plus en plus clairement qu'il tentait de convaincre le jury que Cassie avait participé volontairement aux sessions et n'y avait pas été contrainte par Diddy. Le procès a débuté vers 11 h, heure locale, et Cassie a commencé par raconter comment elle avait réussi à se sevrer de la drogue. Elle a expliqué qu'elle avait passé 45 jours dans une clinique de désintoxication et qu'elle devait depuis prendre régulièrement des médicaments. Le procès a ensuite été interrompu pendant quelques minutes avant que l'avocate de Diddy puisse poursuivre son interrogatoire. Elle a présenté des SMS de Cassie datant de 2010 dans lesquels elle disait vouloir discuter avec Diddy. Cassie a expliqué qu'elle voulait lui dire à l'époque qu'elle ne voulait plus participer aux freak-offs et qu'elle avait peur de sa réaction. L'avocate a ensuite montré des messages plus récents dans lesquels Cassie proposait elle-même une séance avec une femme, ce qui a même surpris Diddy. Il a ensuite été question de la rencontre de 2018, lors de laquelle Diddy avait retrouvé Cassie dans un restaurant et l'avait ensuite prétendument emmenée chez lui pour abuser d'elle. Cassie a déclaré que Diddy se comportait déjà de manière étrange au restaurant, ce à quoi l'avocate a demandé si elle pensait que le comportement de Diddy était lié à son trouble bipolaire, ce à quoi Cassie a répondu clairement oui. C'est ainsi que l'on a appris pour la première fois que Diddy souffrait apparemment d'un trouble bipolaire, ce qui joue bien sûr en faveur de la défense, car elle pourrait peut-être faire valoir que Diddy était irresponsable à ce moment-là. L'avocate a ensuite demandé à Cassie si elle avait continué à fréquenter Diddy malgré l'agression présumée. Cassie a répondu par l'affirmative. L'avocate a ensuite souligné les contradictions dans les déclarations de Cassie, car celle-ci avait d'abord déclaré que l'incident avait eu lieu en septembre, puis peu après, elle avait déclaré que c'était en août. L'avocate a également montré un SMS que Cassie avait envoyé à Diddy le lendemain de l'incident présumé, dans lequel elle lui envoyait un cœur. Diddy a répondu au message par ces mots « Je sais que je te fais de la peine. Mais hier, je n'ai même pas remarqué que je ne t'avais pas excité. J'ai échoué. » L'avocate a alors demandé à Cassie si, malgré tout, elle avait continué à rencontrer Diddy pendant des années après l'incident parce qu'elle ne pouvait pas contrôler ses sentiments, ce que Cassie a confirmé. À la question de savoir si elle détestait Diddy, Cassie a répondu clairement non, et à la question de savoir si elle l'aimait encore, elle a répondu « J'ai de l'amour pour le passé et pour ce qu'il a été. » Après ces déclarations, Diddy s'est un peu détendu au tribunal. Il a même chuchoté de temps en temps avec ses avocats, qui ont ensuite évoqué la date du 27 septembre 2018, soit environ un mois après que Diddy aurait agressé Cassie. Cassie a confirmé qu'elle avait eu des relations sexuelles consenties avec Diddy ce jour-là. À ce moment-là, elle était déjà avec son mari actuel, qui avait même essayé de la joindre par FaceTime, alors que Cassie était, disons, en pleine action avec Diddy. Cassie a également confirmé qu'après la rencontre, elle avait dit avoir passé une excellente soirée avec Diddy. À 12h40, une pause déjeuner a été observée avant que le contre-interrogatoire ne reprenne. L'avocate de Diddy a alors déclaré à Cassie qu'elle avait passé le plus dur et a ensuite présenté une série de messages échangés entre Diddy et elle en 2019. Le 22 mars de cette année-là, Diddy avait en effet félicité Cassie pour sa grossesse avec son mari actuel. Il a écrit « Félicitations, vous allez être une mère merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour. Quelle différence en un an. Je suis très heureux pour vous. Passez une journée bénie. » Il a ajouté « J'espère que vous pourrez me pardonner un jour. Nous avons dépassé les bornes. Nous avons vraiment de la chance d'être encore en vie. Vous méritez le monde entier. Je suis heureuse que vous ayez trouvé quelqu'un qui vous aime et vous respecte. » À la question de l'avocate qui lui demandait ce que Diddy entendait par « Nous avons dépassé les bornes », Cassie a répondu « Nous avons beaucoup fait la fête. » L'avocate de Diddy a ensuite sorti un dernier message datant de 2012 dans lequel Diddy écrivait à Cassie en mars « On fait notre dernière soirée de folie ce soir ?» Cassie a ensuite été invitée à lire sa réponse à ce message à haute voix et elle a lu ce qu'elle avait écrit. « Je ne veux pas que ce soit notre dernière soirée, mais la première fois pour le reste de notre vie. » L'avocate de Diddy a alors mis fin au contre-interrogatoire. Mais avant que Cassie ne puisse quitter la barre des témoins, elle a dû répondre à quelques questions supplémentaires de la part de la procureure, avant que la défense de Diddy ne puisse intervenir une dernière fois. La procureure a d'abord posé les mêmes questions que précédemment, auxquelles Cassie a répondu presque de la même manière. Elle est ensuite revenue sur l'incident au cours duquel Diddy aurait agressé Cassie et a demandé à Cassie si elle n'avait toujours aucun doute aujourd'hui sur le fait que Diddy avait commis cet acte, ce à quoi Cassie a répondu par un non clair.
Elle a ensuite voulu savoir si Cassie avait vraiment eu des relations sexuelles consenties avec Didi quelques semaines seulement après les faits, ce que Cassie a de nouveau confirmé. À la question de savoir si elle avait été frappée par Didi pendant les séances, Cassie a fondu en larmes et a répondu « oui ». Afin de ne pas stresser davantage Cassie, la procureure a mis fin à son interrogatoire, laissant aux avocats de Didi le temps de poser leurs dernières questions. Pour finir, ils ont demandé à Cassie si elle avait rencontré des personnes du monde du spectacle grâce à Didi, si elle avait été invitée à des galas et si elle avait pu travailler avec des stars tels que Kid Cudi, Rick Ross ou Nicki Minaj. Cassie a confirmé tout cela, puis a déclaré qu'elle pensait que Didi avait parfois des trous noirs, c'est-à-dire des moments dont il ne se souvenait pas plus tard. La conversation est ensuite revenue sur la nuit en question à l'hôtel et Cassie a été interrogée pour savoir si seule une petite session était prévue ce soir-là, ce à quoi elle a répondu que la session était en fait prévue de 20h à 4h du matin. Elle a également annoncé qu'elle était actuellement en litige avec l'hôtel et qu'elle pourrait réclamer 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait un intérêt financier dans l'issue de ce procès, Cassie a répondu très clairement « absolument pas ». C'est avec ces mots que Cassie, enceinte de plusieurs mois, a été libérée de la barre des témoins après 4 jours. Selon les médias, elle devrait donner naissance à son 3e enfant cette semaine, et j'espère sincèrement qu'elle pourra enfin trouver la paix et commencer une nouvelle vie. Vers 16h, l'agent spécial Yazim Binder a été appelé à la barre. Elle avait fouillé la chambre d'hôtel de Didi le 16 septembre 2024 à 23h30, peu après son arrestation. Elle a pris des photos des pièces à conviction saisies qu'elle a ensuite présentées au tribunal. Selon ses déclarations et ses photos, les objets suivants ont été saisis. Un sac et 2 flacons de gel, plusieurs appareils d'éclairage, un disque dur externe, 5 flacons d'huile pour bébé, un sachet de MDMA et 9 000 $ en espèces qu'elle a présenté comme preuve au tribunal. La présentation des preuves a ainsi été officiellement clôturée après peu de temps. Dawn Richard, une ancienne membre du groupe de filles de Didi à l'époque, Danity Kane, a ensuite été appelée à la barre. Elle avait poursuivi Didi en justice l'année dernière, affirmant qu'il l'avait tripoté, agressé, enfermé et même menacé de mort lorsqu'elle avait tenté d'aider Cassie. Au tribunal, elle a raconté plusieurs situations dans lesquelles elle avait vu Didi agresser Cassie. Un incident survenu en 2009 l'avait particulièrement marqué. Elle a déclaré que Didi avait frappé Cassie à la tête avec une poêle remplie d'œufs brouillés et que Cassie était tombée au sol et s'était recroquevillée en position fétale pour protéger sa tête. Mais Didi aurait continué à la frapper et à lui donner des coups de pied. Elle a déclaré au tribunal qu'il l'avait prise en tête et traînée dans les escaliers jusqu'au 1er étage. Puis j'ai entendu du verre se briser. J'avais peur pour elle. J'avais peur de faire quoi que ce soit. Elle a admis qu'elle n'était pas intervenue et n'avait pas appelé la police, expliquant « Je n'avais jamais vu une telle chose et j'avais moi-même peur ». Lundi, vers 9h heure locale, une nouvelle journée d'audience a débuté dans l'affaire Didi. Avant que Dawn Richard, une ancienne chanteuse des groupes Danity Kane et Dirty Money de Didi, ne soit à nouveau appelée à la barre, le juge a discuté avec le ministère public et la défense des questions autorisées et non autorisées. Certaines preuves présumées ont été classées par le juge comme des ragots ou des oui-dire et n'ont donc pas été admises. Vers 9h40, l'interrogatoire de Dawn Richard a commencé. Elle a été interrogée plus en détail sur l'agression qu'elle avait déjà mentionnée vendredi. Elle a déclaré que Didi lui avait dit « Tu pourrais disparaître » seulement un jour après l'incident et que cette déclaration l'avait profondément effrayée et choquée. Elle a également déclaré avoir vu Didi frapper Cassie à plusieurs reprises et que lorsqu'elle essayait de se défendre, Didi lui faisait du mal. Le juge a alors demandé si le personnel de Didi avait également remarqué les blessures et Dawn a expliqué que Cassie les dissimulait souvent avec du maquillage ou des lunettes de soleil. Elle a ensuite rapporté un autre incident présumé. Didi, Cassie et elle mangeaient dans un restaurant de West Hollywood lorsqu'elle a vu Didi frapper Cassie au ventre. Sur le chemin du retour, Didi aurait agressé Cassie à plusieurs reprises, l'aurait frappée à la bouche et lui aurait dit de se taire. Au tribunal, Dawn a déclaré « Je lui ai dit de partir, mais elle était indécise. Je pouvais voir la peur dans ses yeux. » Elle a ajouté que Cassie voulait sortir un album depuis des années, mais que Didi la faisait toujours attendre. Elle a également déclaré avoir régulièrement vu Didi consommer de la drogue. Et selon Dawn, la drogue aurait été fournie par un dealer appelé One Stop, qui vendait apparemment de tout. La drogue était souvent conservée dans un sac Louis Vuitton porté par Didi ou l'un de ses assistants.
Dawn a également déclaré avoir vu Diddy et son équipe à plusieurs reprises avec des armes et a confirmé avoir elle-même intenté une action civile contre Diddy, qui est toujours en cours. Lorsqu'on lui a demandé si elle espérait obtenir une compensation pour ses déclarations, elle a répondu « Je veux que justice soit faite ». L'avocat de Diddy a ensuite pris le relais pour le contre-interrogatoire. Il a commencé par demander à Dawn si ses déclarations avaient changé au fil du temps, puis a fait allusion à l'agression présumée au cours de laquelle Diddy aurait attaqué Cassie avec une poêle. L'avocat a affirmé que Dawn avait écrit une lettre à Diddy après l'incident, dans laquelle elle disait avoir seulement entendu une poêle être jetée contre le mur, mais n'avoir rien vu. Dawn a répondu qu'elle ne s'en souvenait plus. L'avocat a rétorqué que la lettre indiquait également que Cassie n'avait pas été frappée avec une poêle, mais seulement avec un œuf, et que Diddy avait simplement reposé la poêle. Mais selon ses propres déclarations, Dawn ne s'en souvenait pas non plus. L'avocat de Diddy lui a alors reproché d'avoir donné 4 versions différentes de cet incident au fil du temps, et Dawn a répondu « J'ai raconté les faits tels que je m'en souvenais le mieux ». À la question de savoir quand elle avait déclaré pour la première fois que Diddy lui avait affirmé qu'il pouvait faire disparaître des personnes, elle a répondu à nouveau qu'elle ne s'en souvenait plus. La conversation est ensuite revenue sur l'incident au restaurant et l'avocat de Diddy a voulu savoir si des célébrités étaient présentes à ce moment-là. Elle a répondu par l'affirmative et a cité les noms d'Usher, Big Daddy Kane, Ne-Yo et Jimmy Iovine. L'avocat lui a alors demandé pourquoi elle n'avait jamais mentionné ces noms dans ses déclarations précédentes et elle a répondu « Je ne sais pas ». L'avocat a ensuite abordé le sujet des armes et a demandé pourquoi Dawn n'avait jamais mentionné lors des interrogatoires précédents qu'elle avait vu Diddy avec une arme. Dawn a répondu brièvement et directement « parce qu'on ne m'a pas posé la question ». Lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà vu Diddy sortir une arme et s'en servir, elle a répondu « non ». La carrière de Dawn a ensuite été brièvement résumée. De 2005 à 2009, elle a fait partie du groupe de filles de Diddy, Danity Kane. Elle a ensuite été membre pendant 3 ans de Dirty Money, un trio composé de Diddy et d'une autre chanteuse. L'avocat a voulu savoir comment elle en était venue à retravailler avec Diddy après la séparation de Danity Kane, et elle a expliqué que c'était elle qui avait contacté Diddy. L'avocat a alors demandé, incrédule, « Vous aviez peur de lui, mais vous avez demandé à retravailler avec lui ?» Dawn a confirmé d'un « oui » discret. On lui a ensuite demandé si, malgré tout, elle avait demandé à Diddy de la signer en tant qu'artiste solo en 2011, 2020 et 2021. On lui a ensuite demandé si, malgré tout, elle avait demandé à Diddy de la signer en tant qu'artiste solo en 2011, 2020 et 2021. Elle a également répondu par l'affirmative. À la question de savoir si elle pensait malgré tout que Diddy avait détruit sa carrière à 2 reprises, elle a répondu par un « oui » clair. J'ai intenté une action civile pour obtenir une compensation pour le travail que j'ai accompli, a-t-elle ajouté. Le procureur a ensuite repris l'interrogatoire et a posé de nouvelles questions sur l'incident de la poêle. Il voulait savoir si Dawn avait désormais des doutes sur le fait que Diddy ait frappé Cassie à l'époque, et Dawn a répondu « Non, je n'ai aucun doute ». Elle avait entendu le bruit du verre brisé et vu Diddy tirer Cassie par les cheveux dans les escaliers. Elle était également certaine que Diddy l'avait menacée le lendemain de se taire. Interrogée sur un autre incident au cours duquel Diddy aurait tiré Cassie hors de sa voiture, elle a déclaré avoir vu la tête de Cassie heurter la vitre de la voiture. L'interrogatoire du ministère public était terminé et la défense de Diddy a posé une dernière question. Elle a abordé la période de 2009 à 2012, une phase durant laquelle Dawn et Diddy ont fait entre 50 et 70 apparitions communes, émissions de radio et voyages, notamment pour promouvoir les projets de leur groupe Dirty Money. L'avocat n'a posé qu'une seule question à ce sujet. Vous avez quand même passé autant de temps avec lui alors qu'il aurait proféré des menaces de mort? Dawn a répondu par un « oui », à peine audible. Elle a ensuite été libérée de la barre des témoins et vers midi, le témoin suivant a été appelé, Carrie Morgan, une amie proche de Cassie à l'époque. Au début de l'interrogatoire, elle a raconté comment elle avait rencontré Cassie lors d'un shooting photo. Elle avait 15 ans et Cassie 16. Elle a déclaré que Cassie avait commencé à fréquenter Diddy en 2007, après que leur chanson « Me and You » soit devenue célèbre. À partir de ce moment-là, elle a souvent accompagné le couple lorsqu'ils se voyaient et a déclaré avoir très bien connu Diddy. Elle a déclaré qu'il était très gentil et généreux au début. Et lorsqu'on lui a demandé si cela avait changé, elle a répondu « Il avait de fortes sautes d'humeur et pouvait être très agressif. Il se mettait souvent en colère contre Cassie. Parfois, il m'appelait même 50 fois de suite, simplement parce qu'il n'arrivait pas à joindre Cassie. »
Elle a ajouté que Didi parlait souvent à Cassie de manière condescendante, ce qui lui avait fait perdre confiance en elle au fil du temps. Cassie était aussi frustrée de ne pas pouvoir sortir d'album après toutes ces années. Carey Morgan a aussi dit avoir vu de ses propres yeux Didi agresser physiquement Cassie à 2 reprises, alors qu'il était complètement sobre. La première fois, ils étaient dans une maison louée à Hollywood, et Didi aurait frappé et donné des coups de pied à Cassie pendant qu'un des gardes du corps de Didi regardait sans rien faire. Carey aurait alors écrit au garde du corps pour lui dire d'intervenir, mais il n'aurait rien fait. Elle et Cassie se seraient alors réfugiées chez un voisin et se seraient tachées face contre terre dans un escalier pendant environ 20 à 30 minutes, pendant que Didi parcourait le quartier en voiture à leur recherche. Cassie serait néanmoins retournée dans la maison plus tard. Le deuxième incident aurait eu lieu pendant des vacances en Jamaïque. Selon Didi, Cassie aurait passé trop de temps aux toilettes, ce qui l'aurait poussé à l'agresser, comme on peut le voir dans la célèbre vidéo qui a fuité. Carey aurait tenté d'intervenir et Cassie se serait enfuie. D'après son témoignage, Cassie aurait eu une grosse bosse à la tête après cet incident, mais n'aurait pas voulu aller voir la police. Elle lui aurait dit qu'elle ne pouvait pas quitter Didi à cause de son boulot, de sa voiture et de son appart. Carey a ensuite raconté un autre moment choquant, cette fois contre elle-même. Elle était chez Cassie quand Didi a soudainement fait irruption dans l'appart. Cassie était dans la salle de bain à ce moment-là. Didi aurait alors serré le cou de Carey si fort qu'on pouvait voir ses empreintes digitales sur son cou après. Il l'aurait ensuite frappé à la tête avec un cintre en criant que Cassie le trompait. Le coup l'aurait touché derrière l'oreille droite et lui aurait causé une commotion cérébrale. Après cet incident, Carey voulait porter plainte contre Didi, mais il lui aurait versé 30 000 $ pour qu'elle se taise. Son amitié avec Cassie aurait pris fin cette nuit-là, car Cassie lui aurait dit qu'elle exagérait et qu'elle voulait juste en profiter. Elle a ajouté qu'en échange des 30 000 $, elle avait signé un accord de confidentialité. Depuis, elle n'a plus jamais revu Cassie ni Didi. Après cette déclaration, l'audience a été suspendue pendant une demi-heure. Puis, l'avocat de Didi a commencé son interrogatoire. Il lui a demandé à nouveau comment Carey et Cassie s'étaient rencontrés, puis a brièvement parlé de Kim Porter, la mère des enfants de Didi. L'avocat lui a demandé si Cassie était jalouse de Kim, ce que Carey a confirmé. Il a ensuite voulu savoir si Cassie avait dansé avec Chris Brown lors d'une fête et si Didi avait piqué une crise à cause de ça. Carey a répondu qu'elle ne s'en souvenait pas, mais qu'elle se rappelait que Cassie lui avait dit une fois qu'elle traînait avec Michael B. Jordan et que Didi était jaloux. L'avocat lui a ensuite demandé si Didi avait été avec une femme appelée Gina pendant des années alors qu'il était avec Cassie, ce qu'elle a confirmé. Elle a raconté que Gina était devenue un gros problème pour Cassie au fil du temps, mais elle l'avait quand même accepté et ne s'était jamais ouvertement opposée à ça. L'avocat lui a alors demandé pourquoi elle n'avait plus de contact avec Cassie aujourd'hui alors qu'elle avait un nouveau partenaire depuis 7 ans. Carey a répondu qu'elle ne parlait plus à Cassie parce que celle-ci ne l'avait pas soutenue après l'agression. En effet, bien qu'elle ait été blessée, Cassie avait pris le parti de Didi. Plusieurs SMS que Carey avait envoyés à Didi à l'époque ont alors été présentés au tribunal. Dans ces messages, elle citait une phrase tirée d'un livre de développement personnel. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle lui avait envoyé précisément cette phrase, elle a expliqué qu'à l'époque, elle avait le sentiment que Didi ne s'aimait pas lui-même. Après qu'on lui ait reposé quelques questions auxquelles elle a répondu exactement comme avant, elle a pu quitter la barre des témoins. Le témoin suivant, David James, a été interrogé. Il a été l'assistant perso de Didi de 2007 à 2009 et a tout de suite dit qu'il était là pour dire la vérité. Il était super ému pendant tout son témoignage. Il a lutté pour retenir ses larmes et s'est essuyé le visage à plusieurs reprises avec un mouchoir. Il a raconté comment il avait rencontré Didi et a déclaré que dès l'entretien d'embauche, des employés étaient venus le voir pour lui faire comprendre qu'ils étaient tous là uniquement pour servir Didi, rien d'autre. Il a ensuite décrit son travail et expliqué qu'il bossait 6 à 7 jours par semaine, parfois 3 semaines d'affilée, tous les jours de 8 h du matin à 4 h du matin le lendemain. Il a raconté comment il organisait le quotidien de Didi. Il arrivait le matin avant que Didi se réveille, posait sur sa table ses documents professionnels, des coupures de journaux le concernant et son emploi du temps, allumait la télévision sur la chaîne préférée de Didi, puis frappait à la porte de sa chambre pour le réveiller. Il informait ensuite l'équipe de sécurité de l'heure à laquelle Didi se lèverait et disait au cuisinier ce que Didi voulait pour le petit déjeuner. Une fois Didi réveillé, ils discutaient ensemble du programme de la journée, puis partaient généralement en réunion ou au studio où ils travaillaient souvent jusque tard dans la nuit. La plupart du temps jusqu'à 4 h du matin. Ce n'est qu'alors qu'il pouvait finir sa journée. Il a également expliqué que le personnel de sécurité de Didi était autorisé à porter des armes en toute légalité et que le chef de la sécurité avait toujours un couteau à cran d'arrêt sur lui. Pendant son boulot,
Ses collègues lui ont toujours dit qu'il devait juste faire ce pourquoi il avait été embauché. Ne pas poser de questions, ne pas discuter. Il a ensuite cité 4 femmes avec qui il était sûr qu'il avait eu une relation pendant son temps avec Diddy. Il s'agit de Kim Porter, 2 femmes nommées Sarah et Cara et Cassie. Il n'aurait cependant parlé en personne que 2 fois avec Cassie. Lors d'une conversation, il lui a demandé directement pourquoi elle ne quittait pas Diddy. Cassie a répondu que Diddy contrôlait sa carrière, lui donnait de l'argent et payait son loyer, et qu'elle était donc dépendante de lui et ne pouvait pas partir. À ce moment-là, David James a de nouveau fondu en larmes et a décrit, visiblement bouleversé, une situation dans laquelle un ami de Diddy avait demandé à ce dernier comment allait Cassie. Et Diddy aurait juste répondu « Elle va bien, c'est ma reine, on peut facilement la modeler ». Vers 16h20, le juge a clos l'audience pour la journée. Mardi, vers 9h du matin, heure locale, le 7e jour du procès de Diddy a commencé et son ancien assistant David James, qui avait déjà témoigné la veille, a de nouveau été interrogé par le procureur. Il est revenu sur une conversation entre lui et Cassie et a déclaré qu'elle lui avait dit qu'elle aimerait reprendre le mannequinat et le métier d'actrice. Cependant, selon ses déclarations, Diddy souhaitait qu'elle se concentre entièrement sur sa carrière musicale, ce que Cassie avait accepté. Il n'a toutefois jamais été témoin d'altercations physiques entre les deux, mais a décrit une situation dans laquelle Diddy avait complètement perdu son sang-froid. Un matin, Diddy serait rentré à la maison et aurait immédiatement saisi les téléphones portables de David James et du reste du personnel pour vérifier l'historique de leur navigateur. David James a déclaré que Diddy était très en colère et avait affirmé que quelqu'un avait prétendu dans un blog qu'il avait frappé Cassie dans un club. Il a trouvé cette intrusion dans sa vie privée profondément perturbante. Il a ensuite évoqué les freak-off qu'il devait en partie préparer et a énuméré devant le tribunal tout ce qu'il devait apporter à chaque fois dans la chambre d'hôtel, comme de la compote de pommes, de la gelée, des fruits, de l'eau Fidji, divers produits cosmétiques pour la peau de Diddy, un sac contenant au moins 10 000 $ en espèces, un sac avec différentes pilules, dont certaines avaient la forme de la tête de l'ancien président Barack Obama, et des effets personnels tels que de l'huile pour bébé, du gel ou des contraceptifs. Il a également déclaré que Diddy ne lui rendait souvent même pas l'argent des achats, soi-disant pour que personne ne sache que ces articles étaient pour lui. À la question de savoir s'il s'était déjà introduit dans une session, James a répondu qu'en 2008, il avait frappé à la porte de la chambre de Diddy le matin pour lui apporter son iPad. Comme personne ne répondait, il avait ouvert la porte et avait vu Cassie allongée dans le lit, tandis qu'un inconnu aux cheveux longs courait dans la pièce. Diddy était sous la douche à ce moment-là. La conversation a ensuite dérivé sur la consommation de Diddy, et il a raconté qu'il avait souvent vu Diddy prendre des pilules en studio. Lors d'une fête de fin d'année, il a lui-même essayé l'ecstasy et a déclaré « Je me suis soudainement senti aimé de tous et j'ai dansé sans retenue, tandis que les caméras étaient braquées sur moi. » Quelques jours plus tard, Diddy l'a convoqué dans son bureau, lui a montré les images et lui a demandé s'il était sous l'emprise de la drogue ce soir-là. Lorsqu'il a confirmé, Diddy lui a répondu qu'il garderait la vidéo au cas où il en aurait besoin à nouveau. David James a interprété cela comme une menace indirecte et a déclaré au tribunal qu'il pensait probablement que cela serait embarrassant pour lui. Il a ensuite évoqué le besoin de contrôle de Diddy et a expliqué que des objets de valeur avaient été volés pendant qu'il travaillait pour lui. À 2 reprises, lorsque de l'argent liquide et une montre de grande valeur ont disparu, lui et tout le personnel ont dû se soumettre à un test au détecteur de mensonges à la demande de Diddy. Test qui a été réalisé par un ancien agent du FBI. Il a également déclaré qu'après la disparition d'un bracelet, même ses effets personnels avaient été fouillés. Enfin, le procureur a interrogé David James sur l'incident avec Suge Knight et celui-ci s'en est souvenu. En novembre 2008, vers 4h du matin, il était assis dans le studio avec Diddy et le chef de la sécurité D-Rock et Diddy les a envoyés chercher des hamburgers. Lorsqu'ils sont arrivés au fast-food, 4 SUV noirs étaient garés devant. Suge Knight se trouvait dans l'un d'eux et quelqu'un lui aurait tendu une arme lorsqu'il a aperçu James et D-Rock. Les 2 hommes sont immédiatement retournés au studio où ils ont informé Diddy de la situation. Ce dernier aurait alors complètement perdu son sang-froid et serait retourné avec eux au fast-food. Cependant, Suge Knight avait déjà pris la fuite. Selon David James, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment craint pour sa vie pour la première fois, raison pour laquelle il a voulu démissionner peu après. L'interrogatoire du procureur était terminé et la défense de Diddy a alors commencé son contre-interrogatoire. L'avocat de Diddy a posé d'autres questions sur Suge Knight et David James a raconté que Cassie avait voulu retenir Diddy et qu'ils s'étaient disputés devant la porte avant de se rendre au fast-food. Il a également déclaré que Diddy avait 3 armes sur lui lorsqu'ils sont partis.
L'avocat lui a demandé avec qui, dans l'équipe de Didi à l'époque, il s'entendait le mieux et il a répondu avec la cuisinière. L'avocat a insisté et lui a demandé s'il avait déjà étranglé la cuisinière, ce qu'il a nié, ajoutant qu'elle lui avait dit une fois comment il devait faire son travail. J'ai alors saisi son poignet et lui ai dit de s'occuper de ses affaires. Didi l'aurait alors appelé dans son bureau et lui aurait dit d'écrire une lettre d'excuse et de lui offrir un cadeau, ajoutant qu'il le licencierait si cela se reproduisait. Le procureur lui a ensuite posé quelques questions supplémentaires et lui a demandé s'il avait remarqué que Didi s'était battu avec l'un de ses cuisiniers, ce qu'il a confirmé, ajoutant que Didi lui avait demandé après l'altercation d'appeler la police et de prétendre que le cuisinier avait commencé. Il a toutefois déclaré avoir seulement fait semblant et n'avoir jamais contacté la police. Comme ni le procureur ni la défense n'avaient d'autres questions, l'interrogatoire a pris fin et, vers 11h45, la mère de Cassie, Regina Ventura, a été appelée à la barre. Elle a déclaré avoir rencontré Didi en 2006 lorsque Cassie a signé avec lui et avoir vu Cassie 2 à 4 fois par an depuis lors, principalement pendant les vacances. Le procureur a ensuite montré des emails datant de 2011 dans lesquels Cassie écrivait à sa mère que Didi menaçait de publier des vidéos intimes d'elle. Il avait prévu de publier une vidéo à Noël et une autre peu après et menaçait de faire du mal à Cassie et à Kid Cudi. La mère de Cassie a ajouté qu'après avoir rédigé cet email, Didi avait soudainement exigé que Cassie lui rembourse 20 000 $ pour des dépenses qu'il aurait engagées pour elle. Ils ont alors contracté un emprunt pour rembourser Didi et des relevés bancaires prouvent qu'elle a transféré l'argent à Bad Boy Records, comme Didi le lui avait demandé. Elle a ensuite montré au tribunal des photos de Cassie montrant les blessures que Didi lui avait infligées. Des photos qu'elle avait délibérément conservées. Elle a raconté avoir tenté à plusieurs reprises de parler à Didi, mais en vain. La défense de Didi n'ayant aucune question à lui poser, la mère de Cassie a été libérée de la barre des témoins et l'un des hommes payés, Charey Hayes, a été appelé à la barre. Il a déclaré être un danseur exotique connu sous le nom de scène The Punisher. En mars 2012, il avait été engagé pour jouer le mari d'une femme nommée Janet. La mission lui avait été confiée tôt le matin et il s'était rendu dans un hôtel à New York où Cassie lui avait ouvert la porte en peignoir et avec une perruque. Elle lui aurait alors donné 800 $ et lui aurait demandé de l'enduire d'huile pendant la scène, mais sans regarder ni parler à son mari. Didi serait ensuite entré dans la pièce, du gel dans les mains et se serait assis dans un coin pour se faire plaisir tout en donnant des instructions à Cassie afin d'avoir une meilleure vue sur ce qui se passait. Au bout d'une demi-heure environ, Cassie et Didi lui auraient proposé, disons, une fin heureuse, qu'il aurait refusée pour rester professionnel. Cassie lui aurait alors donné 12 000 $ supplémentaires avant qu'il ne quitte la pièce. Au tribunal, il a déclaré « Didi portait une casquette de baseball, mais je l'ai reconnu plus tard parce que je suis fan et que je le suis sur Instagram. » À 12h50, l'audience a été suspendue pendant 20 minutes avant de reprendre l'interrogatoire. Il a poursuivi en expliquant qu'il était de plus en plus souvent réservé le week-end et que les séances duraient environ 3 à 4 heures, dont la majeure partie était consacrée à l'attente. Les séances se déroulaient toujours de la même manière. Beaucoup d'huile, les meubles étaient recouverts, des bougies étaient allumées et il recevait entre 1 200 et 2 000 $ après chaque séance. Il a ajouté que Didi s'était régulièrement enquis du bien-être de Cassie pendant les sessions et qu'elle avait parfois réagi avec agacement à ses instructions. Elle n'avait toutefois jamais refusé de faire quoi que ce soit avec lui. Lors de la dernière session, qui a eu lieu en mars 2015, Didi aurait été très agressif, ce qui l'aurait tellement effrayé, lui et Cassie, qu'il n'avait pas pu se produire. Il a ensuite été payé, mais n'a plus jamais été engagé par la suite. Après ces déclarations, il a été interrogé par l'avocat de Didi, qui lui a demandé s'il avait développé des sentiments pour Cassie, ce qu'il a nié. Il a toutefois confirmé qu'il s'était senti privilégié d'avoir été choisi par Cassie et Didi. À la question de savoir s'il n'avait jamais remarqué que Cassie se sentait mal à l'aise, il a répondu qu'il n'avait rien observé de tel. À la question suivante, à savoir si Didi était en quelque sorte le réalisateur et Cassie l'actrice, il a répondu par l'affirmative et a également déclaré qu'il n'avait pas été filmé pendant les sessions et qu'il n'avait pas vu de drogue. Le 10e témoin a ensuite été appelé à la barre, l'agent spécial Jared Gunan. Il était responsable de la planification et de l'exécution des perquisitions dans les maisons de Didi et a rapporté que 80 à 90 personnes avaient participé à la perquisition, car les propriétés de Didi s'étendaient sur plusieurs milliers de mètres carrés. Des photos des maisons ont ensuite été présentées au tribunal et il a déclaré qu'outre les huiles habituelles et autres jouets, ils avaient également trouvé une arme chargée dont le numéro de série avait été effacé et dont le chargeur était plein. Après cette déclaration, le procès a été suspendu vers 15 h, heure locale. Selon les médias,
Kid Cudi pourrait être appelé à la barre le lendemain, parmi d'autres témoins. Je suis en tout cas impatient d'entendre ce qu'il a à dire sur toute cette affaire. Au fait, le parquet aurait publié une photo de 13 hommes qui auraient participé aux sessions. Je n'ai malheureusement pas pu vérifier si cette photo est authentique ou non, mais de nombreux sites américains consacrés au hip-hop en ont déjà parlé. Jared Gannon, l'agent du FBI chargé de la perquisition des maisons de Diddy, a de nouveau été appelé à la barre. Il a rapporté que plusieurs bottes et chaussures à talons hauts avaient été trouvées et saisies lors de la perquisition. 3 téléphones portables ont même été découverts dans l'une des bottes. De plus, des résidus de drogue et une grande quantité d'huile pour bébé ont été trouvés dans un sac Gucci. Des photos montrant une armoire dans le couloir de Diddy ont ensuite été présentées au tribunal. Elles contenaient 25 bouteilles d'huile pour bébé et 31 bouteilles de gel. Les photos montraient également une arme qui a ensuite été présentée au tribunal. Il a ensuite expliqué qu'une boîte contenant 41 cartouches avait également été saisie. L'agent a ensuite été interrogé par la défense de Diddy. Interrogé, il a déclaré qu'il savait que Diddy n'était pas chez lui au moment de la perquisition. Seuls 6 employés ont été trouvés qui ont immédiatement été menottés. L'avocat de Diddy a ensuite évoqué l'arme trouvée et l'agent a confirmé que les armes étaient enveloppées de rubans adhésifs et n'étaient pas chargées lorsqu'elles ont été saisies. L'avocat a alors remis en question la régularité de la perquisition et a demandé si des empreintes digitales avaient été relevées sur l'arme, ce que l'agent a nié. Il a ensuite été libéré de la barre des témoins et une psychologue nommée Dr. Dawn Judge a été appelée à la barre. Elle avait déjà témoigné dans le procès opposant Amber Heard à Johnny Depp. Le juge a clairement indiqué au début qu'elle ne connaissait aucun détail de l'affaire en cours, mais qu'elle devait décrire de manière légendaire le comportement typique des personnes victimes de relations abusives. Après s'être présentée, elle a expliqué à la cour, au procureur et au jury que les victimes de violences restent souvent avec leur partenaire parce que celui-ci les rend dépendantes sur les plans psychologiques, émotionnels et financiers. Au fil du temps, de nombreuses victimes sont tellement traumatisées qu'elles essaient simplement de ne pas faire d'erreur au lieu de s'enfuir. Selon elle, les agressions sexuelles font partie des formes les plus graves de stress traumatique. Elle a ajouté qu'il n'était pas rare que les victimes ne s'expriment pas immédiatement, mais révèlent peu à peu les faits, comme l'a fait Cassie. La toxicomanie est également un moyen pour de nombreuses victimes d'atténuer ou d'oublier leur douleur. Selon son témoignage, elle a été prise entre 2 feux. Lorsque l'un des avocats de Diddy a commencé à l'interroger, Diddy s'est penché en arrière et a écouté attentivement. L'avocat lui a demandé si elle était en mesure de poser un diagnostic sans connaître les détails précis de l'affaire, et elle a répondu qu'elle avait examiné au préalable les déclarations des témoins et les preuves afin d'avoir une vue d'ensemble. Après une courte pause déjeuner, l'interrogatoire a repris. L'avocate de Diddy a demandé pourquoi les victimes s'étaient retournées vers des avocats civils plutôt que vers des avocats pénalistes, faisant ainsi allusion à l'accusation selon laquelle les victimes seraient davantage intéressées par l'argent que par la justice. Cependant, la psychologue a clairement indiqué que la plupart des victimes ne souhaitent pas obtenir des millions, mais simplement que justice soit faite. Les avocats de Diddy ont alors tenté de présenter une vidéo d'un séminaire de la psychologue comme preuve. Cependant, le juge a rejeté la vidéo, estimant qu'elle pourrait semer la confusion dans l'esprit du jury. L'avocat a ensuite souligné que le témoin avait eu une conversation avec le ministère public avant de témoigner et a demandé ce qui avait été discuté exactement. Le ministère public a fait objection, ce que le juge a accepté. L'avocat a alors regardé le jury et a déclaré que le témoin témoignait en tant qu'experte sans avoir connaissance des faits concrets. Son témoignage a ensuite pris fin et le témoin suivant, George Kaplan, un ancien employé de Diddy, a été appelé à la barre. Il a immédiatement présenté au tribunal une décision d'immunité. Cela signifie que ces déclarations ne peuvent être utilisées contre lui, et il a expliqué qu'il était en quelque sorte l'assistant personnel de Diddy. Il voyageait avec lui dans le monde entier et devait notamment préparer ses chambres d'hôtel. Il a déclaré qu'il devait équiper les chambres de bougies, d'huile et de gel, exactement comme l'avait déjà déclaré l'autre ancien assistant de Diddy, et que lorsque Diddy avait terminé, il devait ranger la chambre. Il a également déclaré que son travail consistait à protéger l'image publique de Diddy, car certains hôtels vendraient des photos afin de compromettre des célébrités. Il a également déclaré que Diddy lui avait demandé à plusieurs reprises de lui procurer de la drogue. Il a raconté qu'il devait parfois transporter de l'argent liquide pour Diddy et s'est souvenu d'un incident particulier survenu en 2015 où on lui avait demandé de garder 50 000 $ en espèces. 1 ou 2 fois,
Il avait également retiré environ 10 000 $ chez Western Union et les avait remis directement à Diddy. Ils ont ensuite abordé la relation de Diddy avec Kim Porter, Gina et Cassie, et il a déclaré avoir rencontré ces dernières en personne et avoir régulièrement été témoin de situations violentes entre Diddy et Cassie. Un incident survenu en 2015 lui est particulièrement resté en mémoire. Ils étaient assis ensemble dans un jet privé lorsqu'il a entendu un bruit de verre brisé derrière lui. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu Cassie allongée sur le sol et Diddy se tenait juste au-dessus d'elle. Diddy l'aurait alors saisie, tandis que Cassie criait « Personne ne voit ça ?» Mais personne n'est intervenu. Peu après, Diddy serait allé dans le cockpit, se serait assis dans le siège du pilote et aurait essayé de se calmer. La même année, un autre incident violent s'est produit. Diddy l'aurait appelé dans sa chambre et, lorsqu'il est arrivé, Cassie était allongée dans le lit, couverte de sang. Diddy lui aurait alors demandé d'aller à la pharmacie pour acheter des médicaments contre les gonflements, ce qu'il a fait. Gina, la petite amie de Diddy à l'époque, aurait également été agressée à plusieurs reprises par lui, et il se souvient d'une dispute entre les deux où Diddy aurait jeté des objets sur Gina. Il s'est alors éloigné jusqu'à ce que Diddy lui demande à nouveau d'aller chercher des médicaments à la pharmacie. Un mois après cet incident, il a démissionné et a déclaré devant le tribunal « D'une certaine manière, cette expérience avec Diddy a été la plus incroyable de ma vie. » Après cette phrase, le contre-interrogatoire de la défense de Diddy a commencé, et l'un des avocats lui a d'abord demandé de revenir sur cette période incroyable passée avec Diddy. George Kaplan a alors expliqué qu'il était jeune à l'époque et que c'est grâce à Diddy qu'il a compris à quel point le monde était vaste. Il était déjà fan depuis son enfance et a déclaré « J'applique chaque jour l'éthique de travail de Diddy. Sans ses enseignements, je n'aurais pas les emplois que j'ai aujourd'hui. » Il a décrit Diddy comme quelqu'un de généreux, expliquant par exemple que tous ses employés avaient eu un jour de congé le jour de la mort de Biggie, ce qui était une tradition selon lui. L'avocat de Diddy lui a ensuite demandé comment Diddy payait ses achats à l'époque et il a expliqué que la plupart des achats étaient payés avec la carte de crédit de l'entreprise, mais que personne ne vérifiait s'il s'agissait de dépenses privées ou professionnelles. Diddy lui-même n'aurait jamais vérifié la facture a posteriori. À la fin, on lui a demandé si Diddy lui avait déjà crié dessus, ce qu'il a confirmé. Cependant, il a également souligné qu'il n'avait jamais été menacé physiquement et qu'il n'avait jamais entendu Diddy menacer Cassie directement. L'interrogatoire de George Kaplan était terminé et un témoin très attendu a été appelé à la barre. Il s'agissait de Kid Cudi. Le rappeur est entré dans la salle d'audience vers 11 h, heure locale, et s'est présenté comme musicien et acteur. Il a déclaré avoir été en couple avec Cassie pendant une courte période en 2011. Ils s'étaient rencontrés en 2008 lors d'un événement et avaient initialement l'intention de faire de la musique ensemble. Cudi a confirmé que Cassie avait déjà des problèmes avec Diddy à l'époque, mais a précisé que Cassie et Diddy n'étaient pas ensemble à ce moment-là. À la demande du procureur, Cudi a ensuite décrit un incident survenu en 2011. Il a déclaré qu'en décembre de cette année-là, sa maison avait été cambriolée et qu'il avait reçu un appel de Cassie vers 6 h du matin en état de panique. Elle criait au téléphone « Diddy a découvert notre relation ». Elle semblait vraiment paniquée et lui a demandé de venir la chercher immédiatement car elle avait peur. Cudi est alors allé la chercher et l'a emmenée dans un hôtel à West Hollywood, pensant qu'elle y serait en sécurité. Mais peu après, il aurait reçu un appel d'une collaboratrice de Diddy, qui lui aurait dit que Diddy et toute son équipe se trouvaient actuellement chez Kid Cudi et qu'elle-même attendait dans la voiture devant la porte. Cudi est alors immédiatement retourné chez lui et a appelé Diddy en chemin. Lorsqu'il l'a joint, il lui a directement demandé « Que faites-vous chez moi ?» Diddy aurait simplement répondu « Je veux te parler. Je suis là et je t'attends. » Lorsque Cudi est arrivé chez lui, tout semblait normal à première vue. Mais une chose l'a immédiatement énervé. Quelqu'un avait enfermé son chien dans la salle de bain. Cela l'a tellement énervé qu'il a, selon ses propres dires, couru à travers toute la maison pour confronter Diddy et se battre avec lui. Mais Diddy était déjà parti. Cudi a alors appelé la police et a officiellement signalé l'incident comme une effraction. Diddy l'aurait alors contacté à plusieurs reprises pour lui dire qu'il voulait absolument lui parler. Mais Cudi a refusé et lui a répondu au téléphone « Vous êtes entré par effraction dans ma maison et vous avez maltraité mon chien. Je ne veux pas vous parler. » Pendant que Cudi racontait tout cela, Diddy était assis tranquillement, les bras croisés, les jambes croisées, et il écoutait très attentivement. Puis le procureur a présenté au tribunal des photos de la Porsche 911 de Cudi. La voiture avait été complètement incendiée en janvier 2012. Elle se trouvait devant sa propriété à l'époque. Cudi a expliqué qu'il n'était pas chez lui au moment des faits et que l'incendie avait été provoqué par un cocktail Molotov
lancé à travers la capote ouverte, directement sur le siège conducteur. Il a indirectement déclaré qu'il soupçonnait l'entourage de Diddy d'être à l'origine de cet acte. En effet, quelques jours auparavant, Cudi avait revu Cassie, et il pensait que cela avait mis Diddy hors de lui. Après l'incendie, il a même appelé Diddy et a voulu le rencontrer pour, selon ses propres termes, régler cette affaire avant qu'elle ne dégénère complètement. La rencontre a ensuite eu lieu dans la salle de conférence de la Soho House à Los Angeles. Et lorsque Cudi est entré dans la pièce, Diddy aurait regardé par la fenêtre, les mains derrière le dos, comme un méchant de Marvel, a déclaré Cudi. Ils ont ensuite discuté de tout, de la façon dont Cudi s'était mis en couple avec Cassie et pourquoi cela avait pris fin. Diddy était extrêmement calme, ce que Cudi a trouvé inquiétant. Il a déclaré que tout cela lui avait semblé étrange et bizarre et que Diddy lui avait proposé de l'eau à 2 reprises pendant la conversation. Puis Cassie est soudainement arrivée, ce qui a été un choc pour Cudi, car il ne savait pas qu'elle était retournée avec Diddy. À la fin de la rencontre, Cudi et Diddy se seraient serré la main. Cudi lui aurait alors demandé « Que faisons-nous maintenant avec ma voiture ?» Ce à quoi Diddy aurait simplement répondu « Je ne sais pas de quoi vous parlez ». Des années plus tard, il a revu Diddy, cette fois-ci accompagné de sa petite fille. Lors de cette rencontre, Diddy lui aurait dit « Je voudrais m'excuser pour toute cette histoire ». Cudi a alors expliqué qu'il ne s'attendait pas à ces excuses et qu'il avait tourné la page depuis ce moment-là. L'interrogatoire du procureur était officiellement terminé et les avocats de Diddy ont commencé le contre-interrogatoire. L'avocat de la défense a demandé à Cudi s'il avait été déconcerté d'apprendre que Cassie avait également une relation avec Diddy pendant leur relation, ce que Cudi a confirmé, ajoutant qu'il n'avait aucune idée qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Il a expliqué qu'il avait même passé des vacances avec Cassie et sa famille et que la fin soudaine de leur relation l'avait beaucoup blessé. Selon son témoignage, Cassie ne lui aurait jamais fait part d'agressions sexuelles, mais seulement de violences physiques subies de la part de Diddy. Lorsque l'avocat a ensuite tenté de demander à Cudi s'il avait eu des relations intimes avec Cassie, le procureur a immédiatement fait objection, qui a été acceptée par le juge. Lorsque l'avocat lui a alors demandé s'il pensait que Cassie menait 2 vies différentes, Cudi a acquiescé, si bien que l'avocat l'a regardé et lui a déclaré « La personne qui vous a trompé est la même personne qui a trompé Diddy, à savoir Mademoiselle Ventura. » Cudi a simplement répondu « C'est vrai » et a expliqué que c'était Cassie qui avait donné son adresse à Diddy. À la fin du contre-interrogatoire, le procureur a pu poser quelques questions supplémentaires et a voulu savoir si Cassie avait concrètement fait état d'agression physique. Cudi a répondu qu'elle lui avait raconté comment Diddy l'avait frappé et lui avait donné des coups de pied. À la question de savoir pourquoi il avait mis fin à sa relation avec Cassie, il a répondu « Pour ma sécurité et la sienne », car il savait que Diddy était capable de violence. Enfin, Cudi a réaffirmé qu'il ne croyait pas un mot de ce que Diddy avait dit lorsqu'il avait affirmé n'avoir rien à voir avec l'incendie de sa voiture. Les avocats de Diddy n'ayant plus de questions, Kid Cudi a été libéré de la barre des témoins vers 12h30. Le tribunal a alors fait une petite pause déjeuner et, vers 13h, la maquilleuse Mila Morales a été appelée à la barre. Elle a déclaré avoir travaillé pour Diddy entre 2000 et 2005. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait elle-même été témoin d'agression, elle a décrit un incident qui s'était produit dans un hôtel le soir où Cassie voulait se rendre à la fête de Prince. Morale a raconté qu'elle partageait une chambre d'hôtel avec Cassie et faisait une petite sieste lorsqu'elle a été réveillée par des bruits de dispute. Cassie serait alors entrée dans la chambre en panique, suivie de près par Diddy qui aurait fait irruption dans la pièce en criant. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas vu ce qui s'était passé dans la chambre, mais qu'elle avait entendu Diddy s'en prendre à Cassie. Lorsque Diddy est ressorti de la chambre, Cassie est sortie de la chambre avec un œil tuméfié, une bosse à la tête et une lèvre fendue. Cassie et elle ont alors rassemblé leurs affaires et ont quitté l'hôtel. Cassie aurait ensuite passé quelques jours chez elle et un de ses amis, qui est médecin, aurait examiné Cassie peu après, lui aurait palpé le ventre et les côtes et lui aurait conseillé de se rendre aux urgences, ce qu'elle aurait toutefois refusé. Elle a également déclaré au tribunal qu'elle avait peur que Diddy la prenne et qu'elle avait peur pour sa vie. Cependant, la police ne l'a jamais contactée. Après que Cassie soit retournée avec Diddy, elle et Cassie auraient encore eu des contacts occasionnels, mais l'incident n'aurait plus jamais été évoqué. Elle a ensuite déclaré qu'elle n'avait parlé de l'affaire qu'à un journaliste et qu'elle lui avait vendu une photo d'elle et de Kim Porter pour 1000 $. L'interrogatoire du procureur a alors pris fin et les avocats de Diddy ont commencé le contre-interrogatoire. Son avocate lui a demandé si elle avait seulement entendu la dispute dans la chambre d'hôtel, mais ne l'avait pas vue, ce que Morale a confirmé.
L'avocate a ensuite souligné que Morales n'avait pas seulement parlé à un journaliste, mais à de nombreuses chaînes de télévision et équipes de documentaires. Morales a alors précisé qu'elle n'avait été payée que pour une seule des interviews et que c'était ce qu'elle voulait dire dans sa déclaration. Mila Morales a alors été libérée de la barre des témoins et le directeur général d'un hôtel fréquenté par Didi, Frédéric Sembo, a été appelé à la barre. Au cours de son témoignage, divers documents hôteliers relatifs au séjour de Didi ont été présentés au jury. Le directeur général a déclaré que Didi avait souvent réservé sous de faux noms, notamment Jackie Star, Frank White, Frank Black et, plus récemment, Ryan Lopez. Les notes de l'hôtel indiquaient notamment « renverse constamment de la cire de bougie sur tout, utilise une quantité excessive d'huile pour bébé et aime avoir chaud dans la chambre, régler la température à 24 degrés. » La défense n'ayant aucune question à lui poser, il a été libéré après environ 28 minutes. Le 16e témoin du procès a ensuite été appelé à la barre. Il s'agissait de l'agent spécial Joshua Croft, un expert en informatique légale. Dans sa déposition, il a d'abord expliqué en détail qu'il avait examiné 3 appareils au total, un MacBook Air et 2 MacBook Pro qui appartenaient tous à Cassie. Il a longuement décrit comment il avait extrait les fichiers texte enregistrés. L'un des appareils avait été réinitialisé aux paramètres d'usine. Le deuxième contenait un profil utilisateur nommé Frank Black ainsi qu'un profil invité. Et le troisième appareil était tellement endommagé qu'il ne pouvait plus être allumé. Cependant, les données récupérées ont été transmises au tribunal comme preuve. La défense de Didi n'a posé qu'une seule question, à savoir s'il avait besoin du consentement de Cassie pour fouiller les appareils. Le légiste a répondu clairement par l'affirmative. Il a ensuite été libéré de son statut de témoin. Comme il ne restait plus que 10 minutes avant la fin officielle de l'audience, la séance a été levée plus tôt et le tribunal a été libéré pour le week-end prolongé. La prochaine audience n'aura en effet lieu que mardi. Je vais donc moi aussi profiter de mon week-end. Mais je continue bien sûr à suivre l'affaire pour vous. N'oubliez donc pas de vous abonner. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.